J'ai regardé le classement des villes les plus criminogènes de France, j'ai vu Saint-Denis sur le podium. J'ai dit bon, c'est bon, cette ville elle est faite pour moi, je vais bien m'amuser pendant quelques années. Que le fait que j'avais justement, oui, voilà, fait couler le sang euh, à plusieurs reprises, c'était vraiment ça me hantait. Plus on vieillit, plus on mature, donc si on est quelqu'un de méchant, on devient de plus en plus méchant, et puis si on est quelqu'un avec un fond gentil, normalement on devient quelqu'un d'aimant. L'armée cultive la tradition. Si on perd justement cette tradition, on perd un peu notre identité. Et d'un point de vue humain, pour moi, il n'y a rien de mieux que aider son prochain. Bonjour Moyav. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview donc pour NTD L'Actu. Vous avez 36 ans et en 3e année de médecine, donc après avoir passé votre diplôme donc, de pédicure podologue. C'est ça. Et vous avez déjà, donc, comme vous le dites, vécu plusieurs vies. Une où vous avez été soldat dans l'infanterie, donc dans le bataillon des chasseurs alpins. Ouais. Une où vous avez été policier dans plusieurs unités dans les groupes d'intervention. Et une de combattant de MMA, toujours en cours. Ouais. Et donc vous avez vécu des aventures et des tragédies que vous livrez dans un livre témoignage de sueur et de sang. Exactement. Alors je ne connaissais pas, mais moi j'ai adoré votre livre. Ça se lit en une après-midi, c'est écrit avec passion, sans retenue, avec des passages assez drôles et une réflexion donc, sur le rôle de soldat et de policier. Vous comparez d'ailleurs un petit peu les deux mondes. Tout d'abord, donc, en étant combattant de MMA et médecin en devenir, donc vous dites que vous mettez finalement une application égale à soigner les gens la journée et à détruire le type en face le soir à la salle. Ouais, c'est ouais, une petite. C'était marrant d'écrire ça, surtout pour introduire le propos. Ouais, j'ai toujours, quand j'étais petit, je voulais soit être commando, soit policier, soit médecin. J'ai toujours aimé le monde du soignant, et d'un point de vue humain, pour moi, il n'y a rien de mieux que aider son prochain. Donc voilà, c'était une suite pas logique parce que je pars un peu de rien, mais de devenir soignant, je trouve c'est un super métier. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé ma place dans la société et dans la vie. Donc vous êtes, quand vous êtes entré dans l'armée, donc dans le bataillon des chasseurs alpins, vous êtes spécialisé en combat d'infanterie, appui mortier et missiles d'infanterie légère anti-char. C'est ça. D'accord. Donc vous êtes déployé en Afghanistan en 2011 sur le camp américain de Bagram et là vous entrez dans une ambiance un petit peu Apocalypse Now où vous voyez des GI courir un peu dans tous les sens, des tombes américaines alignées avec des fusils comme vous racontez plantés en terre avec des casques sur les crosses. On est arrivé à Bagram exactement, on y est resté 2-3 jours et c'est vrai que c'est surprenant parce que donc déjà tout est démesuré au niveau de l'armée américaine. C'est des bases militaires, mais qui fonctionnent comme des villes. Alors il y a du civil, il y a pas mal d'autres armées. Et oui, ce qui était surprenant, c'était la commémoration qu'ont les Américains pour leur mort, avec des espèces de stèles quand on arrive dans les PX ou au niveau des cantines. Où il y a en mémoire du soldat qui est tombé au combat, il y a son fusil, son casque et ses plaques d'identité. Et je trouvais ça m'avait beaucoup marqué ce truc-là. Et après, on est resté 2-3 jours donc, du coup, à Bagram. Et après, nous, on a pris les hélicos de nuit pour partir sur les bases françaises qui étaient en Capissa. Donc moi, j'étais positionné dans la vallée d'Alassaï. À Tagab. Et voilà, après on a commencé nos missions le lendemain de notre arrivée. Et donc c'est quelque chose que vous dites ou qui est venu progressivement, donc cette idée que vous étiez, parce que vous l'avez écrit comme ça, que c'est une sorte de devoir sacré que vous accomplissez quand vous êtes là-bas en Afghanistan au combat avec les talibans. Un devoir de servir le pays. Je pense que oui, ça c'était profondément ancré en moi. J'avais envie de servir, j'avais envie de servir les miens, donc les Français, de servir mon drapeau, de participer à quelque chose pour la société.
rendre à la société ce qu'elle m'avait donné par mon éducation scolaire, et cetera. Donc voilà, et puis il y a aussi l'envie de, comme tout jeune adolescent, de vouloir voir du pays, faire quelque chose d'un peu hors du commun, et l'armée offrait ça avec les OPEX. C'était pas un devoir sacré de partir en Afghanistan, par contre c'était un devoir pour moi de faire de m'engager dans un service public. Voilà, Au service des autres. exactement. Et, vous racontez plusieurs anecdotes vraiment intéressantes dans votre livre. Donc vous avez l'habitude d'entendre des roquettes siffler au-dessus de votre tête et se ficher quelques mètres derrière vous. Vous dites à un moment, vous envoyez un mortier dans un mur d'une maison où un taliban s'était réfugié. Ouais, à Milan exact. Et il y a quelqu'un, il y a l'habitant, le villageois propriétaire du lieu qui arrive quelques minutes après pour réparer le mur alors que tout le monde se bat partout. C'est une ambiance assez surréaliste que vous vivez en fait en Afghanistan. C'est comment vous décririez enfin ces scènes que vous avez vécues? En fait, ça devient le quotidien, donc après on n'est plus trop surpris de ce qui nous arrive. Mais c'est vrai que oui, le Milan qui a été tiré dans ça s'appelle les compounds, on appelle ça des compounds, les maisons en Aga, et voir pendant pleine scène de combat, enfin ça, il y avait, c'était en train de campher de part et d'autre, voir le villageois sortir, enfin l'habitant, parce que c'était sa maison qui avait été visée, sortir avec sa truelle, sa brouette et faire du mortier, enfin du torchis, je sais pas ce qu'il faisait exactement, parce nous on était à une certaine distance, mais et réparer le trou qu'il avait dans son habitation, c'était assez surréaliste, ça c'est vrai. Mais des histoires comme ça, enfin, il y en a eu plein. Plein. Celle aussi où vous partez avec 100 kilos sur le dos parce que vous avez peur de manquer de munitions. On me l'a imposé, parce que sinon croyez-moi, j'en aurais pris beaucoup moins. Mais au final, je suis rentré avec pas beaucoup. Donc c'est que ça a quand même servi. Je suis rentré beaucoup plus léger que je suis parti. Mais ouais, on a... Voilà, c'était une mission là, c'était vraiment une mission qui était dure physiquement, très dure physiquement. Mais des missions dures physiquement, il y en a eu tout au long du mandat. Vous racontez ça là, c'était à Noël, vous avez pris position en haut d'une montagne dans un camp de 35 mètres carrés et au lieu de servir du champagne, je servais de la poudre et du 7,62 mm. Exactement, ouais. On était dans une COP, on était, en fait les COP c'est des petites bases avancées qu'il y a dans les vallées. Donc nous on était ça s'appelait COP 52, qui était en face de la vallée de Bedraou, donc c'est une vallée qui était à côté d'Al-Assaï. Et c'est vrai que Noël, il y a eu plusieurs attaques, donc on trinquait et puis on se défendait. Avec la mission de survivre au bout de la nuit. Ouais, c'est pas romancé, mais bon voilà, on était, voilà, on fêtait avec nos amis en face, quoi. Donc il y avait des petits échauffourées pendant la soirée. Quelques échauffourées, quelques petits échanges. Exactement, c'est ça. Exactement. Confraternel. Et donc en fait, il y a un passage qui est très marquant dans votre livre, c'est votre retour en France. Vous écrivez en fait, donc vous apprenez la mort de votre jeune frère Joseph. Ouais, exact. Et vous dites, avec cette réflexion en boucle dans ma tête, toi tu pars à la guerre et au feu en utilisant ton arme presque quotidiennement et tu reviens sain et sauf. Joseph, lui, il faisait partie des civils pour qui tu te battais à 7000 km de chez toi. Ce n'était pas logique. Non. Là, ça a eu un gros bug et j'ai mis longtemps à accepter cette chose-là. C'est voilà, je comprenais pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un de chrétien, de croyant, pratiquant. Je comprenais pas pourquoi moi qui ai décidé de prendre le métier des armes, pourquoi moi je reviens sain et sauf, en bonne santé, et que mon petit frère qui n'a rien demandé à personne, qui vivait sa meilleure vie de jeune homme, de jeune adulte, parce qu'il est décédé à 21 ans, décède dans un accident de voiture, alors que en plus c'est même pas lui qui conduisait, il était passager. C'est même pas, enfin c'est de la faute à pas de chance. Il était avec ses amis et il y a eu, la voiture a fait une embardée et elle a plongé dans le canal et mon frère s'est noyé. Voilà. Bon,
faute à pas de chance et moi je comprenais pas pourquoi c'était lui et pas moi et donc du coup ça m'a beaucoup affecté. J'ai mis beaucoup de temps du coup à accepter, la mort de mon frère, à faire le deuil de sa mort, jusqu'à encore il y a, je dirais, il y a 2-3 ans avec le travail de psy, je j'acceptais pas du tout, tout ce qui s'était passé. C'était encore très compliqué pour moi de parler de mon frère, parler de mon frère, et de parler de cette époque-là, sans avoir vraiment, beaucoup de peine, de tristesse et de colère. Voilà, aujourd'hui, j'en parle librement, il y a pas de sujet là-dessus, mais là, encore 2-3 ans, c'était vraiment très compliqué et aux séances de psy, à tout ça, j'ai pu, accepter ça, mais Et, compliqué à digérer, ouais. et donc après l'Afghanistan, donc vous arrivez dans le 93, enfin vous embauchez vous rejoignez la police. Et donc on vous donne plusieurs choix. Vous auriez pu choisir quelque chose de tranquille au ferroviaire, je crois. En fait, c'est que pendant toute ma scolarité, de gardien de la paix, j'ai bien travaillé. J'ai toujours eu cet esprit de compétition qui était pour moi un esprit, sain. Donc je voulais terminer sur le podium de la promo et donc j'ai travaillé pour ça. Je termine je crois dans le top 5 promo, j'étais 4e ou 5e national, donc j'avais ce que je voulais en poste. Le premier de promo chez Gardien de la Paix, il ouvre son poste, donc il crée un poste. Il ne choisit pas parmi la liste. Donc lui, il va créer son poste. S'il veut aller en police judiciaire, à la criminelle, au 36 quai des Orfèvres, enfin au 36 Bastion, à la DRPJ, il va pouvoir y aller. Et après, le deuxième, c'est le premier à choisir les postes qui est dans la liste. Moi, j'étais dans les 4e ou 5e. Donc j'avais tout ce que je voulais. Je pouvais choisir 92, 93, 95. Enfin, moi, j'avais le concours Île-de-France, donc je pouvais choisir tous les postes qu'il y avait en Île-de-France. Je pouvais choisir une CRS. Je pouvais choisir la BRF, la brigade des réseaux ferrés, qui était très prisée à l'époque. En fait, non, j'ai choisi Saint-Denis, 93. Je voulais de l'action. Je voulais courir après les voleurs. Voilà. Chasser les méchants. Exactement. Exactement. Une ville très criminogène, parfait, c'est fait pour moi. Exactement. J'ai regardé le classement des villes les plus criminogènes de France. J'ai vu Saint-Denis sur le podium. J'ai dit bon, c'est bon, cette ville elle est faite pour moi. Je vais bien m'amuser pendant quelques années. Et ça n'a pas loupé. C'est une ville qui est très très formatrice pour un jeune policier qui sort d'école. Et alors vous racontez une scène digne d'un film d'action de Michael Bay, donc vous êtes face à des braqueurs de bijoux. C'est ça. Et donc il y en a un qui vient de tirer sur votre collègue, 2 balles en pleine tête. Vous êtes réfugié derrière une voiture. Et alors on va pas raconter la scène pour que les gens achètent le livre et peut-être qu'ils la découvrent. Mais à ce moment-là, donc, vous arrivez à sauver votre collègue et suite à ça, vous êtes Premier ministre de l'époque et il vous propose la décoration de la Légion d'honneur. Alors, c'est pas M. Cazeneuve qui me l'a proposé directement, c'était le commissaire qui gérait le commissariat de Saint-Denis, qui m'avait proposé de me proposer la Légion d'honneur. Et c'est en proposant ça, le directeur de la sécurité publique proposait aussi. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans cette optique-là de me proposer à cette décoration-là. Bernard Cazeneuve allait aussi normalement, accepter la proposition. Mais moi, je courais pas après les médailles, donc. Et puis, donc je l'ai refusé par ça et aussi parce que mon collègue qui avait été gravement blessé, lui l'avait, allait la voir, pardon, et ça me dérangeait, ça m'était très mal à l'aise d'avoir une même décoration d'une personne qui avait été blessée lors de cette mission, enfin de cette opération-là, de cet événement-là, et qui allait porter sûrement des séquelles. On ne savait pas encore
ce qu'il allait en être des séquelles qu'il allait avoir, mais bon, il était quand même gravement blessé. Il est passé pas loin de la mort et moi ça me dérangeait, ça me mettait mal à l'aise de gratter la même décoration que lui alors qu'à mon sens, j'étais moins méritant, voilà, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, comme vous disiez, en Afghanistan, en mission, je m'occupais des blessés de mon unité, des civils, parfois même de l'ennemi. Et vous vous sentiez dans votre place quand vous apportiez des soins aux personnes sur place. Et donc, avec votre collègue, vous avez pu le sauver grâce à une trousse de soins qui était à disposition à ce moment-là. Et donc, suite à l'épisode, il y a une trousse de soins dans tous les véhicules de police et des formations pour les policiers qui veulent être formés à utiliser ce genre de matériel. Alors exactement, alors à la suite de cette intervention, on m'a demandé de faire des rapports justement dans ce sens-là parce que, bah, c'était pas encore mis en place les trousses de secours, collectives dans les véhicules et donc j'ai fait des rapports, j'ai participé à une table ronde justement sur l'élaboration des trousses de secours collectives dans les véhicules, avec le ministère de l'Intérieur et il y avait, le commissaire, qui gérait mon commissaire de l'époque, monsieur Le Bars, et on a participé à ça pour, justement l'élaboration de ces trousses de secours-là dans les véhicules de police et la formation justement des collègues, intervenant, en sécurité publique, aux gestes de premier secours, aux gestes ça s'appelle du damage control, donc stopper les hémorragies et cetera et voilà, bah, après, au fur et à mesure, ça a été mis en place, dans tous les véhicules de secours, sécurité publique en tout cas. Donc les polices secours, les brigades territoriales, enfin les BTC, les BSQ, les BST, tout ça, ça a été mis en place, au fur et à mesure, les BAC. Voilà. Et donc durant votre passage donc, dans les différents groupes, les différentes unités que vous avez rejointes, vous disiez vous défonciez 200 portes par an, quelque chose comme ça? Ouais, on tournait à 200 portes, c'est quand même, c'était les grosses années, mais on tournait à peu près à 180 portes à peu près à l'année. Il y a un peu moins d'anecdotes sur ce passage-là. Ouais. Pourtant, vous auriez des choses à raconter, je suis sûr. Ah oui, il y en a plein, plein. Des anecdotes, il y en a plein. Donc j'étais au GSO 75, qui est un groupe d'appui de la sécurité publique. Donc la mission du GSO, c'était la sécurisation, et l'intervention, enfin en fait on participait à on est en soutien pardon aux unités d'enquête, donc des commissariats, de la police judiciaire, pour interpeller des mises en cause, dans diverses affaires, criminelles, stupéfiants, trafic d'êtres humains, etc., des viols, agressions sexuelles, et qui étaient jugés dangereux, donc qui étaient connus, soit parce qu'ils étaient connus pour, je sais pas moi, pour meurtre, pour des agressions violentes, ou parce qu'ils avaient des armes à la maison, ou parce que voilà. Donc nous à 6 heures du matin, bah, on pénétrait, donc en cassant la porte, hein, et on sécurisait l'appartement, on interpellait les mises en cause et puis on les remettait au service d'enquête, pour qu'ils soient après, interrogés, auditionnés et peut-être déférés et jugés. Et donc ça, c'est notre mission première. Et la mission secondaire du GSO, c'est donc il y avait de l'anticriminalité aussi, dans des zones qui étaient jugées dangereuses. Donc on essayait le démantèlement du trafic de stupéfiants dans certaines cités qui étaient très compliquées pour les unités en tenue de rentrer. Donc on montait des opérations anticriminalité, pour démanteler les trafics. On venait en soutien de la BRIPP sur des événements majeurs, des prises d'otages, les attentats, et du forcené. C'est un métier un peu, le métier de policier comme le métier de l'armée, c'est des métiers qui sont un peu passion, hein. On donne pour quelque chose qui nous dépasse un peu, où on donne pour les autres, comme les pompiers, comme les soignants, comme
Enfin moi surtout quand on commence à aller dans une unité spécialisée, c'est vraiment, le travail prend quasiment toute la vie, de la personne, hein, entre les astreintes, les alertes, enfin, le travail dans la journée, donc c'est vraiment des métiers, c'est pas un métier alimentaire, c'est un métier, le métier de policier, c'est vraiment un métier, les gens font ça soit parce que ça c'est quelque chose qui les passionne, soit c'est un truc un peu familial. Souvent, ils sont flicards de père en fils, ou soit, bah, parce qu'ils ont envie de, comme un peu moi, participer à quelque chose, pour les autres. En fait, donc vous décrivez après donc, dans le chapitre suivant que c'est à ce moment-là que vous entrez dans le syndrome de stress post-traumatique, quelque chose qui s'est déclenché des années après votre retour en Afghanistan. On sait que ça arrive vraiment parfois des années après le retour des combats pour beaucoup de militaires. Et vous demandez l'aide à votre hiérarchie pour une prise en charge, et on vous tourne le dos à ce moment-là. Et vous dites, voilà, 5 ans auparavant, on me disait que j'étais un héros, et là, on me traite comme un moins que rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une incompréhension de la part de votre hiérarchie, un manque d'assistance en général vers les vétérans de guerre, ceux qui ont fait l'armée? Bah, en fait, j'avais quitté le GSO, moi j'étais parti dans un service de renseignement, et oui, j'ai commencé à avoir des divers symptômes, cauchemars, vivisseance, je commençais à devenir un peu parano, donc beaucoup d'hypervigilance, mes humeurs qui étaient très, très changeantes, beaucoup de flashs, de différentes choses, bah, sur différents traumatismes, que j'avais sûrement eu, et il est vrai que quand j'ai commencé à décompenser, bah, au début je savais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé, bah, par aller voir un psy d'aller voir un psy, dans le privé, heu et ça a pas suffi. Et quand j'ai commencé à demander de l'aide, ma hiérarchie m'a un peu, bah, ri au nez, quoi, m'a clairement fait comprendre que c'était pas son problème et qu'elle en avait rien à foutre. Voilà, donc bah, j'ai eu cette blessure en plus, cette blessure d'orgueil en me disant: «Voilà, il y a 5 ans, il y a 6 ans, tu étais, un héros, et parce que tu avais neutralisé un braqueur fiché S qui préparait un attentat, et aujourd'hui tu demandes de l'aide, en fait, et on te considère comme une merde». Voilà, je l'ai pas accepté, et mais je pense, c'est pas de la faute de la police en elle-même, c'est de la faute, c'est des fautes qui sont humaines. Donc je suis pas tombé sur des, comment dire? Des bons chefs. Vous pensez qu'il y a un manque de compréhension finalement de ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique? Bah, de moins en moins, parce que c'est de plus en plus documenté. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus. Il y a de plus en plus de retours d'expérience. Mais le problème de ce genre de choses, c'est déjà l'orgueil des, des gens qui le vivent, la pudeur de se dire: «OK, bah, je vais en parler», et de pas passer pour quelqu'un de faible, et le problème aussi, c'est les gens qui en abusent. Il y a toujours toujours des gens, qui abusent de ça parce que, enfin, on en a connu tous, enfin, dans les différentes, unités dans lesquelles je suis passé, on a toujours connu, la petite crevure, qui a entendu un coup de feu à 200 mètres, et qui, pour gratter sa pièce, auprès de l'armée ou de la police, dit qu'il est traumatisé. Voilà, et ces gens-là, ils font énormément de tort aux gens qui subissent ça, et ils jettent le discrédit sur ces gens-là. Mais bon, c'est compliqué de dire qui ment et qui ment pas sur c'est des blessures psychiques, donc compliqué de dire qui ment et qui ment pas.
C'est ça, et c'est des choses qu'on peut traîner avec soi donc pendant des années sans que ça se réveille. Et puis Ouais. au bout d'un moment, un jour, il y a un déclencheur. Ouais. Euh, Moi, clairement, après la fusillade de Saint-Denis, le lendemain ou le surlendemain, je travaillais. Je me suis pas mis en arrêt. Tout allait bien. Un an avant, j'étais en Afghan. Enfin, ou un an et demi avant, j'étais en Afghan. Tout allait bien. Oui, et certains de vos collègues, dès qu'ils sont rentrés d'Afghanistan, ils ont été, pour certains d'entre eux, internés en hôpital psychiatrique. Ah ouais, il y en a, ils ont décompensé direct. J'étais sur les attentats de Paris, j'étais sur le Stade de France. Moi, j'ai pas fait les terrasses et j'ai pas fait enfin, j'étais pas sur le Bataclan même. J'étais sur le Stade de France. Bah, après le Stade de France, bon, bah, c'est toujours impressionnant et on a du mal à comprendre et à se dire ah, ça arrivait chez nous. Mais j'ai retravaillé le lendemain ou le surlendemain et le surlendemain. Et alors qu'il y en a qui n'ont pas supporté. Et puis bah, bizarrement, bah, quand je décide, quand je change d'unité, bah, c'est là où ça commence. C'est quand je suis parti du GSO et que je suis parti dans l'unité de renseignement que ça a commencé, gentiment, des petits symptômes par-ci par-là. Et puis ça s'est amplifié au fur et à mesure. Et après, le fait de me sentir vraiment abandonné par la hiérarchie, ça m'a fait vraiment une blessure d'orgueil un peu, de me dire putain, mais en fait on donne et en fait quand ça va plus, personne ne nous rend, quoi. Donc ça m'a fait vraiment décompenser. J'avais en plus de la colère, donc voilà, ça nourrissait un peu tout ça. Bon, aujourd'hui je suis en paix avec moi-même, hein. Je suis sorti de tout ça, j'en veux pas à la police, hein. J'en veux à mes chefs, enfin à mes anciens chefs, mais j'en veux pas à la police pour ça. Et d'ailleurs, vous évoquiez votre foi chrétienne qui vous a aussi beaucoup aidé. Vous aviez décrivé cette idée que vous aviez plus peur de l'enfer que de la prison pour avoir fait couler le sang, y compris donc les sangs des braqueurs, enfin les personnes sur les terrains d'opération Seine-Saint-Denis. Le fait de quitter, non, c'était pas ma question. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur ce qui vous a justement aidé à surmonter tout ça? Ce qui m'a aidé à surmonter tout ça, bah, le soutien psy et le suivi psychologique dans un centre spécialisé qui était un centre de psychotraumatisme parisien. Le soutien de mes amis, le soutien de ma famille et je pense ma foi chrétienne avec le fait que je puisse parler moi je suis protestant, donc le fait que je puisse parler au pasteur, que je puisse voilà, échanger avec lui là-dessus, parce que oui, c'est vrai que j'étais en boucle sur le fait que j'étais pas quelqu'un de recommandable et que j'allais pas pouvoir reposer en paix plus tard. Que le fait que j'avais justement, oui, voilà, fait couler le sang à plusieurs reprises, c'était vraiment ça me hantait. Et bah, tous ces gens-là, mes amis, ma famille, les psys, bah voilà, ça m'ont beaucoup aidé à passer un peu, à passer ce cap-là. Et le fait aussi, je pense, de travailler dans un métier social et santé, où j'aide maintenant des gens enfin, je vais soigner, et ça m'aide aussi peut-être à me repentir, je sais pas, inconsciemment. Pour conclure cette interview, alors j'ai vu une situation qui m'a fait réfléchir en fait, une citation de Brad Pitt. Je savais pas qu'il faisait des citations, mais... Ah ouais. Non plus. Voilà. Et bizarrement, ça m'est tombé dessus. Donc d'après le philosophe Brad Pitt, plus on vieillit, plus on se rapproche de la personne que l'on est vraiment. Je me suis dit que ça s'appliquait finalement peut-être à vous et à votre parcours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle citation. Je pensais pas qu'il avait des pensées aussi profondes. C'est un philosophe. Voilà. Bah peut-être. Aujourd'hui, vous dirigez vers le soin. On se dit, voilà, il se dit que quand plus on vieillit, plus on mature. Donc
Si on est quelqu'un de méchant, on devient de plus en plus méchant. Et puis, si on est quelqu'un avec un fond gentil, normalement, on devient quelqu'un d'aimant. Donc, bon, bah, j'ai mes parts d'ombre, mais je pense dans le fond être quelqu'un de sympa, de gentil. Donc, j'espère que je me bonifie avec le temps. Et ouais, je suis d'accord avec avec sa citation. Et vous recommanderiez, qu'est-ce que vous recommanderiez aux jeunes qui souhaiteraient s'engager et qui peut-être se cherchent un peu eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'au départ, quand on s'engage à l'armée, on a peut-être certains idéaux, et puis après, avec votre parcours, comment vous voyez ça et comment vous en parleriez aux jeunes? Moi, je pense que l'armée, et je le dis toujours, hein, c'est une excellente expérience de vie. On se fait des amis pour la vie, pour le coup. Comme dans la police, hein. Je me suis fait des amis pour la vie dans la police. Mes amis, enfin mes copains avec qui j'étais au GSO, toute ma vie, j'aurai une amitié profonde pour eux. Je suis allé à la Maillotche avec eux, j'ai fait des trucs super sympas, enfin, et à la fois très dangereux avec eux, comme à l'armée avec mon groupe. Je suis allé au combat avec eux, et puis bah, j'ai encore des liens avec mes amis de mon groupe, et je pense que ça va jamais se tarir. Donc, je pense que l'armée, c'est vraiment une super expérience de vie pour les jeunes. Faire au moins un contrat après ses études ou en faisant une pause d'études, c'est toujours top. Vous rendez hommage justement aux traditions de l'armée Mm. tout au long du livre. C'est vraiment quelque chose qui a éveillé une forme de patriotisme, ou est-ce que c'est quelque chose un peu plus que ça? L'armée cultive la tradition. Chaque arme a ses traditions, chaque régiment a ses traditions, a ses héros. Moi, j'étais au 27e bataillon de chasseurs alpins. Nous, notre référence, c'est Tom Morel, qui dirigeait le bataillon des Glières, qui s'est battu contre les nazis sur le plateau des Glières et dans cette région-là. Et, euh, et on a ce devoir de mémoire. On a justement toute la tradition des chasseurs, avec la Sidi Ibrahim, avec le clairon Roland, et qui est toujours, et on cultive ces traditions-là pour le devoir de mémoire, c'est ce qui, je pense aussi, entretient la cohésion de l'unité, la cohésion du groupement, du régiment, enfin du bataillon ou de la brigade. Donc toutes ces traditions-là, en fait, je trouve ça très important parce que aujourd'hui, bah, notre histoire fait que si on perd justement ces traditions, on perd un peu notre identité. Un pays qui a pas d'identité, qui a pas de valeur, enfin pour moi c'est creux quoi. Ça rassemble pas. Et nous, notre histoire de France, notre histoire militaire est tellement riche que bah, c'est cool de pouvoir justement les entretenir. Et justement, l'armée le fait très bien. Et ça rentre justement dans le cadre de la formation, tout ça. Mm. Et aussi, où est-ce que vous voyez dans quelques années? Vous allez continuer la médecine? Vous avez déjà un plan ou... Ouais, je me vois où? Je me vois. Déjà, je me vois médecin, c'est déjà pas mal, normalement, si tout se passe bien. Après, il y a différentes spécialités que j'aimerais faire. Il y a un concours à la 6e année, donc c'est un concours qui me dira ce que je pourrais faire et pas faire. Voilà. Bon, quand on est en médecine, disons que tout le monde est intelligent, tout le monde est travailleur. Donc le concours de la 6e année sera compliqué. C'est plus une course, enfin c'est une course, mais c'est un marathon, c'est pas une course de vitesse. Donc il va falloir exploser en vol dans les révisions. Mais voilà, j'aimerais bien m'orienter sur plutôt de la médecine de l'aigu, donc tout ce qui est de la réanimation, de la salle de réveil, ou
ou des urgences, enfin du SMUR, ou même des urgences, travailler en zone, aux urgences, enfin voilà, médecine de légumes m'intéresse beaucoup, la chirurgie aussi m'intéresse beaucoup. Après, ça sera, ouais, c'est suspendu à ma place au classement. Si je fais un top 1000 ou un top 2000 sur ma promo, je crois qu'on est 10 ou 11 000, bah, tout sera ouvert pour moi. Mais bon, bah, si je termine dans les derniers, bah, je prendrai ce qui reste, hein. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage, Moyav. Donc, Merci. je rappelle votre livre, donc, De sueur et de sang aux éditions Mareuil. Voilà, si vous avez aimé cette interview, je recommande le livre. C'est mieux que le film. Merci encore. Merci à vous de m'avoir reçu.